Oui, salut chers amis, bienvenue à ce 11e épisode de la saison 1, mais de l'histoire de l'art du guerrier. Je suis en compagnie, en direct de sa cellule, de mon ami Barbu de Ville. Comment ça va, mon cher Barbu? Ça va super bien, en shape. Puis j'ai hâte de parler des langues sales. Bon, ben, on va... J'avais prédit une défaite à Marc-André Barriault. Bon, ben, excellent. Puis toi, mon cher Steve, comment te portes-tu? Je pense que tu veux nous parler pas mal de boxe, hein, cette semaine. Ah, j'ai vraiment hâte qu'on parle de boxe. Des choses que j'ai aimées, d'autres que j'ai beaucoup moins aimées. Puis des actualités boxe. Puis d'un gars qui va y penser 2 fois avant d'écœurer quelqu'un. Bon, ben écoute, pas de niaisage, on start ça avec les news. Tu sais, j'ai envie, ça avait l'air d'être un sujet qui l'interpellait beaucoup. J'ai envie de céder la parole à notre Barbu de Ville national parce qu'effectivement, notre ami Marc-André Barriault combattait ce week-end et tu parlais de langue sale. Alors, la parole est à toi, mon cher Barbu. Merci, Martin. C'est très apprécié. Merci, Martin Godet. Merci beaucoup. Donc, je vais parler des langues sales. Il y en a eu beaucoup sur Twitter. Il y en a même eu dans notre équipe qui pensait que Barriault était pour perdre qu'à 190 livres, un catchweight. Ça serait difficile. Mais bon, tel ne fut pas le cas. Puis je suis tellement content. Je veux dire dans le sens, pourquoi... Puis, c'est pas envers Steve, là. C'est pas ça que je veux dire. Non, ben là, je vais te ramasser après. Tu peux continuer. Oh boy. OK. Pourquoi... qu'il faut toujours douter de nos gars. Tu sais, à chaque une défaite, puis après, on se met à douter de nos boys, que ce soit en boxe ou en MMA. On dirait que les gars, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Mais je suis content, il a fait preuve de résilience. Il est retourné au gym le lendemain au MMA Sanford. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il est venu nous voir. Il avait l'air convaincant, mais il était convaincu. Il se convainquait lui-même, j'avais l'impression, mais ça a fonctionné. Vas-y donc, mon Steve. Écoute, moi, là, la semaine dernière, j'ai dit, puis je vais leur dire encore, ça me dérange pas, c'est textuellement, en plus, j'ai dit, ce n'est pas une bonne idée pour Marc-André d'avoir accepté un catchweight et surtout d'y aller aussi rapidement parce que 2 semaines avant, il s'entraînait, mais il s'entraînait pas en vue d'un combat dans 2 semaines, on s'entend. Donc, je vais rester sur ma position en disant que même s'il a gagné, là, puis ça a été une belle victoire, là, une belle soumission, puis ouais, let's go. J'étais le premier content quand il a gagné, mais je vais continuer à dire que c'était pas nécessairement une bonne idée, Barbu. Puis ça, t'as pas le choix de me le donner. L'autre, là, il va, lui, puis il est prêt, là. Colin, Marc-André, il a joué gros là-dedans, puis ça aurait pu mal tourner. Oui, ça aurait pu mal tourner, mais en même temps, c'est... Toi puis moi, on le sait, c'est une question de dollars aussi. Ben oui. Barriault, il est rendu là, il a besoin d'argent. Le UFC a proposé. En acceptant, ça fait plaisir à la famille du Ultimate Fighting Championship, dont Dana White, évidemment. Ça fait plaisir au boss. S'il perdait, il perdait pas son emploi. C'était déjà inscrit dans tout ça, dans le ciel, puis dans le contrat, pas juste dans le ciel. Là. Mais oui, il y avait un risque, c'est sûr. Mais j'étais tellement content de le voir samedi. J'étais fier de lui, puis j'étais bien content. Mais quand tu dis qu'il perdait pas son emploi, là, le problème, c'est que Marc-André, il restait juste un combat à son contrat. Là, il est fait. Il est fait le combat. Là, il va retourner en renégociation. Ouais. Mais il n'aurait pas été dans le siège conducteur à la suite de 2 défaites de renégocier un contrat. OK, mais là, moi, je veux dire de quoi, là? Tu peux pas dire de quelqu'un que, tu sais, qui a pris une bonne... que selon toi, je pense pas que ce soit correct de dire, puis on a une tendance à faire ça, de dire, c'est pas une bonne idée, c'est risqué, tout le kit, puis la personne gagne son pari, puis qu'après ça, tu parles au conditionnel. Là. Il l'a fait, puis il a réussi. T'sais, il a réussi. Fait que moi, je fais juste dire que c'est pas à ce combat-là
que quelqu'un devrait, en l'occurrence, toi, dire « Ouais, mais... Ben oui, mais c'est parce que... » La phrase la plus inutile de la langue française. Toute phrase qui commence par « Ben oui, mais c'est parce que... » Ben oui, mais c'est parce que le chèque d'1 million, j'aime pas la couleur. Ça marche pas, cette phrase-là. Marc-André, il revenait d'une défaite crève-cœur. Il s'est fait lancer une curve à beaucoup moins de préavis qu'il devrait. Il a accepté puis il a gagné, bro. C'est ça, là. Tu sais, il n'y a personne d'autre que lui qui savait mieux qu'est-ce qu'il était en mesure de faire. Puis là, son pari, s'il en était un, il l'a remporté. Next, là, tu sais, je veux dire, parce que sinon, tu sais, regarde, on peut reparler aussi de Doug Wickenheiser au lieu de Denis Savard, là, tu sais, je veux dire, on peut tout refaire les pics de draft, puis on peut tout, tu sais, moi, le mot d'ordre, pour ma part, je veux pas avoir l'air de te bâcher, là, Steve, c'est bravo. That's it. Next, bring it. Puis après ça, ça va être un autre défi, un autre challenge. Celui-là, il l'a surmonté. Fait que oui. le prochain... Moi, je suis d'accord avec toi. C'est ça. Je suis d'accord avec toi jusqu'à un certain point, Martin. Parce que ce que je voulais... Moi, là, quand je dis que c'était pas une bonne idée, même s'il a gagné, là, ce que moi, je trouvais risqué là-dedans, c'est que Marc-André, son contrat, il restait un combat. Là, il le faisait, là. Là, il n'y en avait plus de contrat après. Il avait fait l'entièreté. Non, mais c'est ça le problème, Steve. Là. Tu parles au passé. C'est passé, là. C'est fini. Il a gagné. C'est fait, là. Oui, je suis d'accord. Fait que, tu sais, tu peux pas parler au conditionnel puis au passé, là. C'est fait. Ça s'est produit. Il a gagné. Il a gagné. Moi c'est le même que je vois ça. Mais il a gagné, c'était une belle victoire, là. Bon, une belle victoire. Conte-nous ça un peu, Barbu, là. Fais-nous le play-by-play un peu, là. OK. Pas compliqué, on va se dire une chose. Marc-André, c'est un striker, c'est un gars qui se bat debout. Il n'a jamais gagné par soumission de sa carrière. Ben, samedi, il a endormi Jordan Wright. C'est ça qu'il a fait. Il l'a endormi avec une belle soumission, il l'a étranglé. Il l'avait très tête. Sa soumission était très tête. Il a entouré ses deux jambes autour de sa taille. Quand j'ai vu ça, j'ai crié, j'ai dit, c'est fini. Ça y est. Il pouvait plus bouger. Il s'est reviré de bord comme une tortue. Marc-André avait encore la soumission, avait encore l'étranglement. Très, très, très serré. On pouvait voir Jordan Wright ne pas respirer. En plus, avec le lock autour de la taille, il était fait. Mais ça a été beau de voir ça. C'est pas un gars, premièrement, qui a un bon jiu-jitsu en plus, Marc-André Barriault. Ça prouve comment que Jordan Wright, c'est pas un bon athlète au sol. Mais selon toi, là, est-ce que là, on va parler de conditionnel, mais au futur, tu sais, selon toi, Barbu, est-ce que ça peut être un point tournant, là? C'est-tu quelque chose, ça? Tu sais, écoute, là, tu prends ça à short notice, catch weight, t'arrives là, tu remportes une victoire décisive, t'es en fin de contrat, c'est ton dernier combat, là, tu peux te rasseoir à la table. C'est-tu le genre de... Ça peut être un moment charnière, tu sais, ça, pour Marc-André? Ça peut être quelque chose qu'on va se dire, tu vois, ça a commencé là, ou whatever, là? Oui, certainement, mais... je pense pas que Marc-André peut être dans les 10 meilleurs au monde non plus. Mais je pense qu'il peut franchir le 15 à 10, là, qui est quand même important au UFC, et continuer à avoir une belle run et faire des sous là-dedans, puis peut-être assurer son avenir. Là, parce que c'est un combattant excitant, c'est un combattant que les gens aiment. Donc, continuer à performer, puis à travailler fort. Mais ceci étant dit, je le vois pas dépasser les 10 premiers. Non, mais Barbu, pas parce qu'il n'est pas travaillant, pas parce qu'il n'y a pas de cœur, pas parce qu'il n'y a pas d'énergie. À un moment donné, c'est le talent. Ouais, puis il faut être réaliste aussi, puis on en a déjà parlé souvent. Oui, ben, je suis réaliste. Et puis, tu sais, je te dirais, par contre, un autre Canadien, on en parlera tantôt, Charles Jourdain, lui, il a beaucoup plus de talent. Même si je l'aime moins, là, je pense qu'il lui pourrait aller plus loin dans tout ça. Mais... Tu en penses, Steve? Ben, moi, je suis d'accord avec toi, mais je pense que Barriault, là, en plus, il est en renégociation. Il pourrait s'attendre à signer quelque chose comme un 4 combats pour 300 000 garantis.
C'est ça. Ça pourrait ressembler à ça. Il y a notre chum Wawa Tatawa qui mentionne qu'il aurait déjà signé un nouveau contrat. Je ne sais pas si vous aviez vu ça passer, pas moi. Là, moi, je ne l'ai pas vu passer, mais c'est fort possible. Puis il y a des bonnes informations d'habitude, là, Wawa Tatawa. Fait que non, je ne l'ai pas eu. C'est fort possible. Vous avez manqué 2. Je l'aurais... Tu n'as manqué 2 à date. Tu as manqué mon nom de famille, puis c'est Wawa Tatawa. Excusez, Wawa Tatawa. Tu viens de le manquer. Non, je viens de l'avoir. De toute façon, sauvé, watch-toi, le show n'est pas fini, c'est sûr, t'en scrapes un. Fait que. C'est 2-3. Ouais, c'est ça. Mais, OK, mais là, justement, ben en tout cas, félicitations à Marc-André. J'espère qu'on aura la chance de s'entretenir avec lui si ça lui adonne. Mais là, tu veux parler de Jourdain aussi, parle-nous-en. OK, bon, Charles Jourdain se présente tout de suite après Barrio. Jourdain se battait contre un moyen client. Lendo Vannata. M'a dire une affaire. Ce que j'ai vu dans ce combat-là, c'est bien simple. Lendo Vannata, beaucoup plus fort que Jourdain, physiquement. Beaucoup plus fort. Puis ça, c'est difficile de battre ton adversaire quand il est plus fort physiquement que toi en MMA. Au niveau du sol, au niveau d'apporter son adversaire au sol, au niveau de la force de frappe, Vannata beaucoup plus fort. Puis on voyait que les coups de Vannata portaient sur Jourdain. À chaque fois qu'il mangeait un crochet, un jab, il reculait, puis ça avait de l'air à faire mal. Mais ça n'a pas duré longtemps, ce combat-là non plus. Hein? C'était la soirée des Canadiens qui gagnaient par soumission. Jourdain, Barrio a gagné à 2,36. Jourdain a gagné à 2,32. Par soumission aussi. Encore une guillotine choke. Très bien préparée. Puis comment il a fait sa guillotine, c'est bien simple. Il a pogné Lendo, comme on dit, direct sur le piton. Lendo est tombé à terre. Jourdain s'est garoché dessus. Il l'a pris tout de suite. Puis l'étranglé, il ne pouvait plus bouger Lendo. Mais heureusement, parce que debout, ça aurait duré dans le temps, ce combat-là. Ce que je veux dire, c'est que Jourdain a battu une pointure, là. Il n'a pas battu n'importe qui. C'est un très bon combattant. Puis après le combat, avec Daniel Cormier, DC, ancien champion poids lourd du UFC, et ancien champion mi-lourd du UFC, grande légende de ce sport, il a lancé un défi. Parce que DC a demandé s'il y avait quelqu'un en tête pour se battre à son prochain combat. Mais Jourdain a lancé un défi à une légende qui s'appelle Edson Barboza. Puis il a promis à Barboza que le combat ira pas au sol. Il dit, si je te lance un défi, c'est que je veux me tester, tu me fais peur, puis j'aimerais ça me battre debout avec toi, mano to mano. Puis là, le combat va commencer, puis il va y avoir un takedown. Ben oui, Barboza va l'emmener au sol. C'est cool. Barboza... De toute façon, à ma connaissance, surtout dans le cas de Marc-André, mais parce qu'on le connaît, mais ce que je veux dire, c'est que c'est de bonne augure aussi pour les combattants canadiens. T'entrevois-tu de quelque chose, un retour à Toronto? C'est-tu d'un plan que l'UFC retraverse les lignes avant longtemps? Oui, c'est d'un plan. Montréal, Toronto, Vancouver. Tranquillement, pas vite, là, avec la fin de la COVID, on s'en va vers ça. C'est sûr qu'il y a des bons combattants là, qui peuvent... Toronto, je te dirais que ça serait encore meilleur Montréal présentement que Barrio puis Charles Jourdain. Bon, on a passé l'ère Georges Saint-Pierre, évidemment. C'était plus facile à vendre, là. Mais Jourdain, c'est un bon vendeur. Les deux sont plaisants à voir se battre. Je peux pas dire que présentement, ça serait des gros vendeurs de tickets, là. Je ne serai pas à créer ça, là. Non, mais ça va dépendre du chemin qu'ils prennent aussi. Là. Ça va dépendre des prochains challenges qu'ils vont avoir. Puis dans le cas de Barrio, ça va dépendre des opportunités qui se présentent. Mais en tout cas, il y a gamblé, il a gagné, next. Puis dans le cas de Jourdain, tout semble indiquer qu'il progresse. C'est ça. Là, fait que, Jourdain continue. Jourdain, il faut juste qu'il se batte de façon moins émotive. Parce que quand ça commence à y aller mano to mano, justement, comme tu dis, le barbu, là, on dirait qu'il oublie son plan de match, puis il va pour le show, puis à ce moment-là, c'est là qu'il se fait atteindre. Puis oui, le UFC va revenir au Canada, surtout là qu'on a Johan Lainez qui s'en vient en UFC. Donc, tu vas avoir 3 Québécois. Je suis pas mal sûr qu'on va y voir à Montréal. Pour moi, ça serait logique à Montréal avant tout, là. Ouais, parce qu'il n'y a pas...
Il n'y a pas de vedette torontoise présentement qui se bat au UFC. La seule autre, c'est Tanner Bowser, mais qui se bat. C'est un gars du Manitoba, mais tu vends-tu des tickets avec ça? Pas sûr. Ben non, mais regarde, c'est une bonne affaire, justement. Tu sais, si tu as des attractions qui viennent de plus précisément de Montréal, mais c'est une bonne nouvelle si ça se passe ici. Là. Ça va être tu vas avoir pas mal moins de misère à vendre Jourdain puis Barrio ici qu'à Vancouver, là, ça, c'est clair. Là. Oh! Ça, c'est clair. Puis tu sais, pour Jourdain, il est en montée. Puis ce gars-là, moi, je crois fermement... c'est Ah ouais, vas-y. Son talent, c'est pas quelqu'un que j'apprécie nécessairement, mais je crois beaucoup en son talent. Il a tout pour réussir. Puis comme dit Steve, t'as raison. C'est vrai qu'il s'énerve en combat. Je l'ai dit souvent. C'est high fly knee dans le vide, là. Tu perds beaucoup d'énergie avec ça. Il en a pas fait dans le dernier combat. Ben, ça n'a pas dû. Mais le gars, il a tout, là. Il a un bon menton. Il a un bon sol. Il est ceinture noire de jiu-jitsu. Il a des bons coups de pied, un bon striking, une belle boxe. Il a tout pour réussir. Puis il a juste 26 ans. Puis il est même pas dans son prime. Si on compare les deux gars, il n'y a pas de comparaison. Pour moi, le seul qui peut se rendre au bout de ça, être dans les 5 meilleurs, je te dis pas être champion du monde, mais dans les 5 meilleurs, je pense qu'il est capable de faire ça. Éventuellement. Intéressant. Est-ce que tu avais d'autres trucs pour nous autres, parce qu'on a un gros show cette semaine en termes de MMA, mon cher Barbu? Ben, j'en avais un autre samedi prochain. Oui. Juste parler de la finale de samedi prochain, bien parce qu'elle va être intéressante. Ben oui, vas-y. Rob Font qui affronte Chito Marlon Vera. Intéressant, les deux gars, ils ont des super belles fiches. Ce combat-là va décider de la suite des choses chez les bantamweight, les 135 livres. Les deux gars, à noter, leur seule défaite au cours de leurs 5 derniers combats ou 4 derniers combats, c'est contre une légende, José Aldo. Tout le monde connaît José Aldo. C'est leur seule défaite aux deux gars par décision unanime. Il faut noter que Marlon Vera a battu un up-and-comer dont tout le monde parle, qui s'appelle Sugar Shane O'Malley. Et sa première défaite, c'est contre Vera. Il faut se rappeler de ça il y a à peu près 6 mois. Puis Font, c'est un gars de Boston, c'est un boxeur, c'est un dur de dur. Je m'attends à un combat exceptionnel entre les deux gars. Je m'attends à un Fight of the Night, un Fight of the Year entre ces deux gars-là. Ça devrait être... s'il y a un combat à voir samedi prochain, c'est celui-là. Vas-y, Steve. Ben, moi, Barbu, là, oui, je suis d'accord avec toi, mais on a un gars qui a le même charisme à peu près que mon congélateur chez nous qui va se battre, qui est Grant Dawson. Colin, ça va être un bon combat contre Jared Gordon. Dawson 17-1, Gordon 18-4. Ça va... moi, là, Dawson, je le regarde se battre depuis quelques combats. Puis, tu sais, là, le gars qui, on dirait, lui, la seule affaire qu'il veut, il veut rentrer, se battre, puis s'en retourner chez eux avec son chèque de paye, là. Exact. Puis, habituellement, là, c'est pas nécessairement le fight of the night, mais tu vois qu'il fait mal puis qu'il prend plaisir à faire mal. Fait que j'ai hâte de le voir. Ça doit faire 7-8 mois qu'on ne l'a pas vu dans l'octogone. Il est le fun à voir. Je suis d'accord avec toi, il est le fun à voir. Vous allez nous surveiller ça, les boys, parce que fin de semaine dernière, évidemment, il s'est passé quelque chose de huge. Semblerait-il que nous avons, moi, la boxe étant un petit peu plus mon champ d'expertise, semblerait-il que nous aurions dissension dans les rangs sur ce qu'a été ce combat. Fait que on passe à la boxe. Alors, j'ai l'absolue certitude qu'il n'y a personne en ce moment qui est en train de dire « Hey, White, là, c'est un gros pari qu'il a pris là, de se battre contre Fury quand même, là, parce que, écoute... non, White, le cash est dans son compte. Puis tout est sous contrôle. Et moi, j'ai la prétention que j'ai eue, hors micro, lorsqu'il est venu sur le sujet, ce combat-là, ça a été de dire que, tu sais, je fermais mes yeux, j'imaginais le combat Fury-White, et ça s'est précisément passé comme ça que je m'imaginais. Par contre,
j'avais accordé, en fait, une note stratégique très importante à Fury parce qu'il a couché White avec le coup de poing qu'il a utilisé pour la seule fois dans le combat et c'est un uppercut. Et en entrevue après combat, il mentionnait que ça faisait partie de sa stratégie, c'est-à-dire que il attendait juste cette ouverture-là parce qu'il savait qu'il avait ça dans son sac et tout ça. Écoute, personne n'a rien, ou à peu près, à part peut-être avoir choisi d'aller faire un gala de lutte pendant qu'il était encore boxeur actif. On peut pas reprocher grand-chose à Tyson Fury, honnêtement. Là, écoute, il est dans ses terres, vente de billets record, il est à Wembley, la place pour terminer entre guillemets, soi-disant peut-être, mais où est-il? Car ni hors sa carrière. Comment t'as vu le combat, Steve? C'était super le fun, sauf que exactement, ça a été comme on pensait. Tyson Fury a dominé les 6 rounds, a couché White au plaisir des 94 000 spectateurs au stade Wembley de Londres. Mais les boys, moi, là, il faut que je vous parle de l'entrée des boxeurs avant tout, là. Moi, les gars, je vais vous avouer de quoi. J'avais un gala de lutte samedi. Mm-hmm. Donc, je suis parti de chez nous à 16h parce qu'il fallait que je sois à l'Assomption. Donc, j'habite à Valleyfield. Moi, j'avais mis mon téléphone cellulaire en mode pay-per-view. Donc, j'entendais le combat, puis je me suis dit, quand le combat va commencer, je vais prendre une sortie, puis je vais regarder le combat. La demi-finale, elle termine. J'arrivais à Dorval. Dylan White était le premier à rentrer. Il est rentré à 17h05 dans le ring. Puis quand le combat a commencé, j'étais rendu à Charlemagne. 35 km plus loin. Ah ouais, ça c'est... Ça n'avait pas de maudit bon sens. Puis c'est pas parce que je roule vite, parce que j'étais sur le métropolitain, là. Le combat a duré au total 22 minutes. L'entrée des lutteurs, des boxeurs a été plus longue que ça. Ah ouais. Ça n'avait pas de maudit bon sens. Mais, tu sais, un peu comme on avait prévu, ça a été une domination de Fury. Puis, ce qui était assez spécial, c'est qu'il a annoncé qu'il sortirait de la boxe après le combat. Mais comment penser que ça peut être vrai? Parce que en entrevue d'après-match, il a fait monter Francis Ngannou dans le ring. Ouais. Les deux, ils ont annoncé qu'ils allaient s'affronter dans un super combat avec des gants de 4 onces. Puis devant les journalistes, Barbu, je sais pas si tu as vu, mais Ngannou a déclaré qu'il ne signait pas avec le UFC au mois de janvier, à moins qu'il y ait une clause l'autorisant à se battre contre Tyson Fury. Donc, est-ce que vous croyez réellement qu'il va y avoir un combat Ngannou-Fury? Pas en tout. Parce qu'il y a déjà des rumeurs comme quoi que Fury il aurait reçu une offre de salaire garanti de 100 millions de dollars pour affronter le gagnant de Usyk contre Joshua. 100 millions, les boys. 100 millions. Moi, là, je veux pas me faire prophète de malheur, mais je parie pas sur Ngannou contre Fury quand tu dis que l'autre, il a déjà un contrat garanti de 100 millions juste pour se battre contre Usyk ou Joshua. Je pense que le choix va être facile. Ngannou devrait se concentrer sur le MMA puis sur son organisation, le UFC. Il y a déjà assez de bons combattants qui l'attendent. Je suis même pas sûr qu'il va garder sa ceinture anyway. Puis on va être franc, là, Barbu, là, Fury, s'il voudrait contre Ngannou dans un combat de boxe, en 1 minute, c'est fini, là. Écoute, on parle d'un gars de 6 pieds 9 qui a 7 pieds de portée. Ça n'a aucun sens. Là. Moi, là, sais-tu ce que je remarque? Ce que je trouve assez fantastique de Fury, si je le compare avec d'autres grands poids lourds, puis quand je dis grand, je parle pas de grandeur là, morphologique seulement, là. Mais, tu sais, moi, puis je me souviendrai toujours, la première expérience que j'ai eue de voir Fury, c'était contre Klitschko, là, évidemment. Puis, tu sais, j'ai toujours été un peu subjugué par la qualité de
boxe de Tyson Fury pour la grosseur et la morphologie du gars. Parce que, tu sais, si tu le regardes, là, honnêtement, là, 6 pieds 9, j'enlève aucune des capacités athlétiques de Tyson Fury. Mais ce que je veux dire, c'est que la morphologie, son corps, comment il est construit, tu l'imagines assis à une taverne en train de boire une Guinness, puis tu vas te l'imaginer gros gars, là. Évidemment, sa grandeur, tu peux pas la cacher, mais la finesse de sa boxe, moi, c'est ça l'affaire qui m'impressionne le plus dans un format comme le format de ce gars-là. Je fais un parallèle avec la lutte. Oui, la lutte, c'est arrangé, laissez-moi aller jusqu'au bout. Tu sais, la très grande majorité des grands athlètes, des grands lutteurs, ça a toujours été un petit peu ça, la problématique, la fluidité du mouvement, l'athlétisme, tu sais, tout ça. Tu sais, j'ai pas besoin de parler de Giant Gonzalez, puis il y en a eu d'autres après, de Great Khali, puis ainsi de suite. Mais Tyson Fury, il a ça. Tu sais, il est capable de danser. Il y a, tu sais, tous les mouvements, les parades en boxe, tu sais, tout ça, il boxe pas comme un gars de 6 pieds. Il y a des moves de gars qui peut pas mesurer 6 pieds 9. Et c'est ça qui m'impressionne. Puis je veux répondre à Wawa Tatawa tantôt qui disait c'est normal qu'il ait gagné par un uppercut. White avait perdu ses 2 combats d'avant. Ben, je vais te citer le syndrome Lyle O'Deline. Tu sais, si t'as perdu tes 2 combats d'avant par un uppercut, tu sais, White n'est pas de la trempe de Tyson Fury, sauf qu'il aurait dû aussi s'attendre à ce que Fury essaye de faire ça et que Fury ait réussi quand même. Tu sais, parce que si c'était vraiment son talon d'Achille, c'est pas au 6e round que ça serait arrivé, ça serait arrivé avant ça, avec la qualité de boxe de Fury. Fait que, moi, écoute, j'ai rien à dire. Kudos à Tyson Fury. Puis en plus, Scrapamania, notre chum JC, qui dit, en plus, c'est un tu sais, tout est contre le gars. Tu sais, puis là, vous comprenez que 6 pieds 9, tu sais, c'est pas une grandeur standard de boxeur que tu penserais qu'il boxe comme un Tyson Fury. Il y a pas une morphologie athlétique, tu sais, c'est pas un Lennox Lewis, c'est pas un Evander Holyfield, puis tu sais, là, veut dire, il a l'air de mononcle de 6 pieds 9, tu sais, puis toute la kit. C'est pas une trail d'abdos, puis tu sais, tout ça. Puis il y a le charisme, d'Elvis, tu sais, le gars, c'est assez phénoménal que tu te ramasses avec un package de même à 6 et 9. Puis moi, je salue, peu importe ce que sera la suite de sa carrière, je salue cet athlète-là parce que c'est très intéressant de le regarder aller, ça c'est sûr. Puis le talent, ben écoute, là, il y a un talent de cinglé, là, tu sais. Sauf que, je te reviens, Steve, je sais que Barbu veut parler aussi. Je veux revenir par contre sur la situation avec Francis Ngannou dans le ring. Moi, là, tu sais, pense à comment ça se passe. Il est avec le journaliste, fait son petit boniment, il parle qu'il est chez lui, puis comment, si tu veux, t'en aller mieux qu'avec un setup d'homme. Puis là, c'est lui qui call out Ngannou parce qu'il est avec lui dans le ring ou pas. Tu sais, tout était prêt, là, tu sais. Fait que là, Ngannou, il arrive là, puis là, ben, il embarque un peu dans l'affaire, puis après ça, Tyson Fury, il fait un gag à Ngannou. Ngannou, il comprend rien. Il essaye de le répéter, puis là, Tyson Fury part à rire super fort, tu sais, comme si tout le monde avait compris, puis Moi, j'ai l'impression que le body language que j'analyse, là, c'est vraiment que, tu sais, dans le fond, Fury, tu sais, regarde ma main gauche pendant que ma main droite fait d'autres choses, tu sais. Fait que là, je vais bardasser cette histoire-là, m'a brossé la soupe un peu Ngannou, mais tu sais, ça fait juste solidifier l'autre bord qu'est-ce qui peut-être pourrait se produire, qui serait un combat entre Joshua et Usyk. Puis ça, ben écoute, moi, ça m'intéresserait pas mal plus que contre White. Mettons. Vas-y, Barbu, t'avais levé la main tantôt. Oui, absolument. Morphologique. Le mot du jour, Ciné-Quiz. Yes. Vas-y, Steve. Ben, on parlait de morphologie, là. Je sais pas si vous vous rappelez, les gars, de Nikolai Valuev. Oui! Ben oui. Le géant. On s'entend-tu que la fluidité, là, lui, il l'avait pas pantoute à côté d'un Tyson Fury? Tu sais, on parle de gros gars, là, des gros boxeurs, tout ça. Valuev, c'est un gars de 7 pieds, puis non, il est lent, puis tout. Puis pourtant, Fury, c'est pas un gars qui a fait hyper attention à lui dans le passé, là. Non. Puis c'est pas qu'il est nécessairement hyper rapide, là. C'est juste, tu sais, la fluidité. Ce gars-là, il est fluide. Quand il bouge, il bouge comme un chat, puis il mesure 6 pieds 9 puis 2,85, là, tu sais. Moi, là,
vous allez rire de mon analogie, là. Mais pour moi, là, c'est le Dusty Road de la boxe. Avec son, tu sais, Dusty Road, il avait de l'air de rien, mais il était charismatique comme ça. Ouais. Puis tu sais, écoute, là, je vous garantis que, tu sais, Dusty Rhodes, dans ses belles années, peut-être pas Steve, mais moi pis toi, Barbu, Dusty avait un meilleur cardio que nous autres. Ça, oui, c'est clair. C'est clair. Hey, les boys, en terminant la boxe, je veux parler de deux espèces de tatas. Vendredi dernier à Liverpool, Paul Butler, il s'est emparé du titre intérimaire WBO des poids coqs avec une victoire convaincante. Butler devait initialement affronter le champion John Riel Casimero, mais Casimero a été un tata, puis j'explique. La semaine avant le combat, Casimero a été pris en défaut en utilisant un sauna pour accélérer sa coupe de poids. Puis c'est interdit de faire ça dans les combats qui sont sanctionnés par la Commission britannique de boxe. Donc, le combat a été annulé. Casimero s'est vu dépouillé de son titre. Puis là, la WBO a ouvert une enquête. Puis sûrement que Casimero n'aura même pas de chance de combat revanche. Donc, Paul Butler va se ramasser champion du monde et non champion intérimaire. Wow! Mais là, attends, là, il va y avoir une enquête. C'est quoi? Ils vont appeler Gil Grissom de CSI pour aller faire ceux qui étaient dans un sauna. Chris, c'est pas dur comme enquête, là. T'étais-tu dans le sauna? Oui, bye, là. C'est quoi cette enquête-là? C'est en plein ça. Mais tu sais, ça paraît mieux de dire, hey, écoute, on va faire une enquête. Mais tu sais, le gars, il sait, c'est dans son contrat. C'est pas la première fois qu'il se bat en Grande-Bretagne. Puis là, il fait ça. Voyons donc, qu'est-ce que t'as pensé, man? Parce que c'est dangereux, hein? Puis c'est justement la commission britannique de boxe a arrêté ça parce que les gars, ils se déshydrataient la journée de la pesée pour être capable de faire le poids. Puis après ça, ça se faisait mettre ses solutés. Puis tout ça, c'est trop dangereux. Fait que eux autres, à une semaine avant un combat, t'as plus le droit d'aller dans un sauna. Puis il l'a fait pareil. Mon deuxième tata, les boys, que j'ai envie de vous parler, je suis persuadé que vous l'avez vu. Je veux vous jaser d'une altercation qui implique un tata qui a mérité une bonne tape sur la margoulette par l'ancien champion américain des poids lourds, Mike Tyson. Ça s'est passé dans un avion. Je sais pas si vous avez vu les vidéos. J'ai rien vu de ça. Non? Moi non plus. Écoute, Tyson, il est dans un avion, il est assis bien tranquille, puis il y a un gars qui est en arrière de Tyson, puis qui lâche pas Tyson, puis le gars, il rit avec ses chums, il fait expirer pour rire de Tyson, puis Tyson dit au gars, il dit, écoute, lâche-moi, c'est assez, mais le gars, il continue, à un moment donné, Tyson se lève, puis il t'y en pète 3 drettes, mais 3 bons en face, là. Okay. Là, le gars, il rit plus pantoute. Tyson se lève, prend son bagage en main, puis il débarque de l'avion. Le gars a porté plainte contre Tyson, mais il y a plein de vidéos pour montrer qu'écoute, il pousse Tyson à bout. Donc, Tyson va-tu être accusé de voie de fait ou quoi que ce soit? Parce que moi, pour avoir jasé avec des boxeurs il y a quelques années, un boxeur qui frappe quelqu'un dans la rue, là, ou même un ancien boxeur, c'est pas un voie de fait simple, hein? C'est des voies de fait graves, parce que ces gars-là savent comment frapper. C'est clair, là. Fait que, mais le gars, après avoir mangé ses 3 coups de poing, Martin, là, il est assis, là, il a la face tout pétée, il regarde ses chums, puis il rit plus pantoute, là. Ça me fait penser, ça, ton histoire, ça me fait penser aussi, il est arrivé à un moment donné, je pourrais pas te dire les circonstances exactes, ni l'endroit ou tout, mais il me semble bien que ça impliquait, voyons, Mike Tyson, dans un genre d'épisode de rage au volant. Le gars, il débarque de son char, il est en maudit après l'autre gars qui a l'autre char, puis l'autre gars, c'est Mike Tyson. T'es-tu badlocké cette journée-là? C'est-tu une journée de marde, tu sais, rien qu'un peu? Mais là, le gars, il sait que c'est Mike Tyson, puis il lâche pas, puis tu sais, ses chums sont assis à côté de lui dans l'avion, puis là, il rit avec ses chums, hey, check bien, puis ah ouais, let's go, il continue à niaiser Tyson se tanne, il se lève, il en pète 3 bons, l'autre, il rit plus, là. Moi, tu sais qu'est-ce que je pense qui va arriver? Ça va se régler hors cours, parce que pour un montant non divulgué, mais d'après moi, il va le payer en Mike Bites.
Ça se peut bien. Ça se peut bien. Hey, là, on s'en va dans une toute autre dynamique, toute autre saveur. Ça fait plusieurs semaines qu'on en parle, puis on voulait, écoute, on a pris une pause, on a pris un petit congé pascal, mais on voulait, ça fait longtemps qu'on parle de faire un top 5 de films de boxe. Film incluant à la demande de notre barbu de ville nationale, il fallait s'assurer que ça pouvait inclure les documentaires. Alors, on a acquiescé à sa demande. Alors, j'ai envie qu'on fasse ça un peu à méthode le carré rond, c'est-à-dire qu'on va y aller en descendant, parce que j'ai demandé à ces messieurs de numéroter pour que le numéro 1 soit leur choix, donc favori. Alors, j'ai envie qu'on commence avec, évidemment, avec le numéro 5. On va avoir droit à 2 mentions honorables si vous avez eu de la difficulté à faire vos listes ou si les autres ont trouvé des films que ça vous fait chier d'avoir pas pensé. Alors, on va demander au barbu, tiens, de nous commencer ça avec son numéro 5. Vas-y, mon barbu, film de boxe. Pourquoi tu ne dis pas comme au Coréron, là? Allons me faire. Non, parce que c'est juste dans le Coréron, ça. Ouais, je me sentais comme dans le Coréron, j'étais content. Bon. Mon numéro 5, Cinderella Man, paru en 2005. L'histoire de Braddock, qui est un wash-up boxer qui était fini, qui fait un retour. Super beau film, dirigé par Ron Howard, que j'aime beaucoup, avec Russell Crowe puis Renée Zellweger. Avant le ciment d'en face. Ce combat-là. Film d'époque aussi, dans les années 30, c'est sale, c'est lugubre, c'est glauque. J'ai beaucoup aimé ça. Steve, numéro 5, mon cher. Mon numéro 5, c'est un film de boxe que j'ai écouté, j'étais tout de même très jeune. Je le réécouterai aujourd'hui, il est peut-être pas aussi bon, fait que c'est pour ça que je le réécoute pas, parce que dans ma mémoire, il est incroyable le film. Il est incroyable le film, ça a sorti en 1979, c'est Le Champion de Champ. C'était avec qui, ça? Ça me dit de quoi? Hey, écoute, je me souviens, pour être sûr, tantôt, j'ai même été voir sur le web, vite fait de même, je suis pas capable de te nommer les acteurs, mais si tu regardes The Champ sur Google, Box Movie, ça va, tu vas, il va sortir, là. Bon, parfait. Moi, mon numéro 5, tu sais, c'est clair on risque de graviter dans les mêmes... dans les mêmes films. Mais moi, c'est Hurricane, l'histoire de Reuben Carter, bien sûr, qui écoute, c'est sûr. Tu sais, moi là, ce qui m'a fait, c'est important que je le mentionne, ce qui m'a fait faire les sélections que j'ai faites, c'est il y a aussi l'aspect qualité cinématographique. Là, tu sais, le film, il est-tu bon? Tu sais, il faut pas juste qu'il y ait de la boxe dedans. Et, ben évidemment, moi, Denzel Washington, c'est un de mes acteurs préférés ever. Et, évidemment, c'est un film, j'ai envie de dire, juridique, mais sur fond de ségrégation et, évidemment, d'histoire, d'accusation à tort, puis comment dire, pas de complot, mais de corruption policière et tout ça, mais il reste quand même que Hurricane Carter était à son époque le boxeur de l'heure et que ben c'est dans ces circonstances-là et finalement il a été grâce à des Canadiens en passant d'ailleurs qui a finalement été acquitté des années plus tard et je trouve que c'est une belle histoire et tu sais j'ai bien aimé le jeu évidemment de Denzel Washington. Denzel Washington pourrait nous lire le bottin puis on serait intéressé. Alors, on continue ça avec notre numéro 4 et de retour au barbu. Mon numéro 4, j'aurais pu le mettre dans mes 3 meilleurs, mais regarde, j'ai réfléchi bien gros à ça. Mon numéro 4, c'est Raging Bull, un film sur Jake LaMotta. En nomination aux Oscars, qui n'a pas gagné d'ailleurs. Évidemment, avec Paul Pacino, excusez-moi, Robert De Niro et Joe Pesci. Ben là, écoute, qui vole encore le show. Ouais, c'est un excellent film, évidemment. En noir et blanc. Mm-hmm. Moi, ça me dérange pas. Prestation de De Niro, incroyable. Pesci est bon aussi. Intéressant de voir la vie de Jake LaMotta aussi. En fait, ce film-là, c'est pas seulement un film de boxe, c'est un film biographique.
C'est un film, c'est un grand film aussi au niveau de la réalisation. C'est un grand film. J'aurais pu le mettre dans mes 10 films préférés à vie, nonobstant la boxe. Excellent choix. Steve, number 4. Mon numéro 4, c'est un film sorti en 2001. Même l'acteur fait encore parler de lui aujourd'hui au Oscar. C'est Ali. Ah, ben là, écoute, c'est sûr que tout ce qui touche à Ali devient mythique, là. C'est sûr. Moi honnêtement, j'ai pas c'est sûr, je suis pas là pour bâcher tes choix. C'est un bon film de boxe, là. Puis, tu sais, ça parle de toute la situation, tout l'événement qui a été son combat avec Foreman, puis tout. Mais moi, j'ai pas trouvé Will Smith super bon dedans. T'sais, j'ai trouvé que ça avait plus l'air d'un gars qui était bon pour imiter Ali. Mais bon, écoute, écoute, il fallait qu'il y ait un film sur Ali. Puis écoute, Will Smith, c'est l'acteur afro-américain. Il aurait pu prendre The Rock, mais il était trop gros. Puis il était encore occupé à WWE dans ce temps-là. Mais c'est un bon choix. Tu voulais dire quelque chose, Barbu? Ouais, ben moi non plus, je veux pas bâcher le choix de Steve, c'est bien correct, là. Les goûts se discutent pas au niveau cinéma, j'ai l'impression, là. C'est une question de goût, mais non. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai eu de la misère avec Will Smith dedans. Puis je vais tu vas comprendre pourquoi un peu plus tard, je pense, pourquoi j'ai moins aimé ça. Moi, mon numéro 4, c'est The Fighter, évidemment, avec Christian Bale. La vie de Mike Ward. Quel film, quelle performance. De Mickey Ward. De Mickey. J'ai dit Mike Ward. Ben là, ça ressemble un peu pareil. Là, il manquait juste une voyelle. C'est bon, fait que oui, la vie de Mike Ward, alors de ses débuts dans les bars jusqu'au bordel et sa carrière mythique et son combat ultime avec le petit Jérémy, bien sûr. Fait que non, The Fighter, Mickey Ward et évidemment son frère Freak, performance d'acteur de Christian Bale absolument incroyable. Mais l'histoire du gars, tu sais, la boxe là, c'est vraiment spécial la boxe parce que tu sais, tu peux être puis là, je dis ça avec tout le respect que je dois à tous les boxeurs, tous les athlètes de sport de combat, mais tu peux être le dernier des hosties d'épée et soulever des foules. Tu sais, tu peux avoir des capacités intellectuelles, tu sais, juste légales, mais avoir le cœur gros comme la terre, puis être un combattant absolument incroyable. Puis, tu sais, Mickey Ward, c'est toujours comme ça, je l'ai vu un peu, tu sais, un peu. Puis, encore une fois, là, je veux pas insulter Mickey Ward, mais, tu sais, un peu, tu sais, qui subit un peu tout ce qu'il y a alentour de lui, sa famille de freaks, sa mère qui vit dans ses shorts, qui contrôle tout, tu sais, tout ça, son frère, gelé tête, steady, puis tout, puis venir à bout, tu sais, quand même, d'avoir la carrière de boxeur qu'il a eu, la trilogie avec Arturo Gatti, c'est un grand film, puis, tu sais, c'est vraiment un film de boxe, mais avec tout ce qui inclut la boxe et tous les aléas, tout l'écosystème de weirdo qu'il y a dans le monde de la boxe. C'est un grand film. Puis, écoute, tu sais, Mark Wahlberg, c'est pas un acteur qui va être primé aux Oscars. Puis, c'est pas... tu sais, il fait des direct ou DVD, là. Puis, tu sais, c'est un peu la sauce Nick Cage de ce temps-là. Mais dans ce film-là, il est incroyable. Écoute, il rend le tout crédible. Oui, vas-y, Barbu. Christian Bale. Tu l'as dit, Christian Bale dans ce film-là. Il vole le film. Couper le souffle. C'est du 101, comment être un acteur. Il est incroyable. La réalisation est belle, est bonne. J'ai aimé aussi les dialogues du film. Mais tu l'as dit, c'est vraiment un film de boxe dans la plus pure tradition. Puis en plus, ils en ont fait un excellent film. C'est un très bon choix. C'est une histoire incroyable. C'est une réalisation incroyable. Jeu d'acteur incroyable. J'ai adoré ce film-là. On s'en va au numéro 3 pour le Barbu. Yes. Numéro 3, on s'en va avec un documentaire. OK, en parlant de Mohamed Ali, mais mieux que Will Smith, là, on va se le dire. When We Were King, 1996, un documentaire sur le Rumble in the Jungle au Zaïre en 1974 qui a remis Ali sa map quand Ali a battu le Hey.
la merveille George Foreman qui détruisait tout le monde, qui avait détruit Fraser. Ils avaient tout détruit. On pensait bien que ce soir-là, il allait détruire Ali. Ali, il a fait le rope and the dope. Le dope, en tout cas, rope a dope. Le rope a dope. Il a fait le rope a dope. Puis c'est un documentaire savoureux. Je pense, sans exagérer les boys, je pense que je l'ai vu 15 fois. Ouais, mais je pense qu'il est oscarisé aussi. Je pense que ça avait été le documentaire... l'Oscar du meilleur documentaire cette année-là, je suis pas mal sûr. Mais ça a gagné un Oscar, ça, je suis sûr de mon affaire. Je sais juste pas dans quelle catégorie, mais c'est fort probablement un documentaire, parce que là, il n'y aura pas scénario de documentaire, là, mais... ouais. Non. Puis je vais aller plus loin que ça. Je vais vous le dire tout de suite. Moi, When We Were King, c'est dans mes mentions honorables. C'est sur ma liste. Mais je vais vous dire pire que ça. C'est parce que l'histoire... Pourquoi j'ai moins aimé Ali, Steve, c'est à cause du jeu d'acteur de Will Smith, qui est pas fondamentalement mauvais. Mais je trouve juste que c'est comme, on va faire un film sur Ali, puis on va prendre Will Smith, puis on va le faire imiter Mohamed Ali, puis tu sais, ça m'a pas parlé, OK? Par contre, ce qu'il faut dire de tout le rope a dope, puis de tout le Rumble in the Jungle, puis Don King qui est là-bas, puis tu sais, c'est surréaliste, puis Ali Mumbaye, puis toute la patente, tu le vois tout se passer. C'est pas juste ça, là, les gars. C'est la genèse de tous les films de boxe après. Tous les films scénarisés de boxe, c'est je mange une volée pendant 10 rounds, puis au 11e, je le couche. Qu'on pense à Rocky, qu'on pense à Jake LaMotta, qu'on pense à Raging Bull, ben là, c'est un film inspiré d'une histoire vraie, mais tu sais, c'est la genèse du cinéma de boxe, là, dans beaucoup de cas. C'est pas toutes, là, mais dans énormément de cas. Puis c'est assez écoute, c'est un des événements sportifs du siècle, là. Moi, c'est pas plus compliqué que ça, là. C'est là-dedans que je mets ça. Hey, souvenez-vous quand on voyait Foreman s'entraîner, là, à l'époque. Tu sais, là, juste le sac devant lui, puis juste son transfert de poids puis sa main droite, tu sais, pour t'arracher la tête. C'était comme le Ivan Drago noir, tu sais, pas d'expression d'en face. Tout le monde a peur de lui. Tu lui dis « Hey, salut, Georges! » Tu sais, genre... Puis à la fin, plus tard, tu sais, 35-40 ans plus tard, man, il vend des barbecues. Puis il a l'air d'un gros clown, c'est incroyable, mais... Non, George, When We Were King, c'est vraiment le plus proche que tu peux passer d'avoir été là sans y être, d'après moi. Exactement. C'est pour ça que je l'ai mis 3e. Puis oublions pas une chose. S'il y a un gars, dans ce temps-là, à cette époque-là, à ce moment-là, qui pouvait battre George Foreman, c'était juste Ali. Puis juste la manière qu'il l'a fait. Ben oui, Foreman, c'était un bulldozer. Puis ce combat-là, ça a fabriqué une partie de la légende de Mohamed Ali. Ah, ben oui, c'est clair. Puis Wawa Tatawa, il dit un excellent point. La stratégie qui fonctionne une fois sur 1000 à la boxe, ben, dans ce cas-ci, c'était la seule qu'Ali pouvait utiliser. Puis il l'a trouvée, tu sais. Puis le pire, là, c'est que quand tu y penses, quand il court là, au Zaïre, quand il court dans bidonville, puis tout le kit, puis que tout le monde crie Ali Mumbaye, Ali, il est content, ça met juste Georges plus en crise pour qu'il swing encore plus pendant 10-11 rounds. C'est son plan, il débarque de l'avion, c'est ça son plan, je le fais se brûler, je l'écœure, je mets le gun en face, je ris de lui, puis il va se brûler. Ça a marché, c'est hallucinant. C'est une grande histoire de sport. Puis un gars qui a déjà dit, ce qu'a fait Ali, là, il a fait comme Dave Hilton avait dit à Ouellet à un moment donné, je compare pas Hilton à Ali, c'est pas ça. Là. Il avait dit, le dommage, il est déjà dans la tête. Ben, il était déjà dans la tête de Foreman, le dommage. Combien de fois qu'on a parlé de McGregor aussi, tu sais, qu'il arrive et il a gagné le combat, tu sais, même aux instructions du ref, tu sais, il joue dans la tête de l'autre. Hey, on continue, on a encore à passer. C'était ton numéro 3, Steve, numéro 3. Mon numéro 3, écoute, Barbu l'a déjà nommé, mais Cinderella Man, je pense que c'est un incontournable pour un film de boxe. Moi, c'est drôle, hein, mais je l'ai réécouté récemment.
Puis moi aussi, c'est mon numéro 3, fait qu'on va les faire back-à-back. Mais tu sais, moi, ce qui me fait triper du personnage de Braddock puis de l'homme, de l'athlète, c'est que, tu sais, c'est pas une histoire de rédemption. Le gars, c'était pas un tout croche. Tu sais, c'était pas... sa femme est pas morte d'un cancer. Non. C'était un boxeur washed up. Puis en plein crash de 29, en pleine crise, en pleine répression économique à tous les niveaux. 15 millions de chômeurs aux États-Unis. Puis le gars, tu sais, l'inspiration, la motivation, il la trouve dans le fait. Tu sais, il y a une conférence de presse avant qu'il ait son combat contre Baer. Tu sais, il dit comment ça, tu sais, t'avais pas de main gauche, je te l'ai cassé dans un combat de sous-sol d'église que tout le monde voulait revoir son argent puis tout le kit. Là, t'arrives puis t'es un contender, tu te fais donner une affaire à la dernière minute puis toute la patente. C'est quoi qui se passe? Pourquoi tu te bats à cette heure? Pour du lait. C'est ça sa réponse. Oui. Tu sais, il y a une noblesse là-dedans, il y a quelque chose Frisson. Ouais. Les frissons. Ouais. Dans le film, sa fille, elle veut un verre de lait, puis sa femme, elle met de l'eau dans le lait. Il coupe le lait, tout ça. Il fait croire qu'il a rêvé, qu'il était dans... Tu sais, fait que je sais pas si tout est vrai, sûrement, c'est romancé, mais ça saisit bien l'image du personnage. Puis si vous voulez encore plus capoter, ben dites-vous que James Braddock, après qu'il a réussi ce tour de force-là, il a perdu contre Joe Louis, qui l'a knocké au premier round, pour finalement perdre au point. Et Joe Louis a dit jusqu'à la fin de sa carrière que c'était l'homme le plus courageux qu'il avait jamais combattu. Mais après ça, qu'est-ce qu'il a trouvé à faire, mon James? Deuxième guerre mondiale. C'est un petit mardi. Il débarque puis il a été décoré. Puis après ça, il se part une compagnie de contracteurs. Il a contribué à construire le pont Verrazano aux States. Tu sais, des gens, des hommes plus grands que nature. James Braddock, c'en était un. Puis moi, c'est mon numéro 3. J'adore ce film. Ça prenait 2 excellents films pour mes gars. Moi, ça prenait 2 excellents films pour qu'il soit 3e, à mon très humble avis. Et là, on s'en va au numéro 2 avec Barbu. Numéro 2, c'était un autre documentaire. Probablement le meilleur documentaire que Pierre Falardeau a fait dans sa vie. Excellent documentariste d'ailleurs. Puis, il faut que je vous dise, les boys, dans la vie, j'ai toujours préféré les documentaires aux films. J'ai beaucoup vu plus de documentaires dans ma vie que de films. Celui-là, il me va direct au cœur. C'est le Steak, évidemment, qui met en vedette Gaëtan Hart, qui met son retour en vedette contre... comment il s'appelait, donc? C'était pas Alain Boismenu. Galarno. Michel Galarno. Il revient contre Michel Galarno, qui est un up-and-comer, un jeune... qui s'en venait, qui avait qui avait une belle fiche. Il a tout détruit ça, Gaëtan Hart, la tête rasée. Puis aussi, c'est dans ce documentaire-là, on reflète aussi le gars ordinaire, le gars du peuple, le gars qui a pas beaucoup d'études, qui est analphabète ou presque, qui recommence sa première année primaire, le gars qui a rien d'autre que la boxe. Ça parle beaucoup du métier de boxeur. Puis c'est dans ce documentaire-là que Falardeau dit on joue au hockey, on joue au tennis, mais on joue pas à la boxe. Évidemment, la narration de ce film-là est parfaite. Les mots de Falardeau sont exceptionnels. D'entendre Gaëtan Hart jaser avec Régis Lévesque de son prochain combat. Choisis-moi une autre chambre d'hôtel que la dernière fois, parce que la dernière fois, il faisait le party dans la chambre 2. Là je veux dormir, câlisse. Ouais, c'est presque c'est un documentaire, oui, mais c'est presque du félinien dans le cinéma vérité. Là. Tu le suis le matin, il pose des formes, là, c'est un chantier de construction. Puis non, c'est un grand documentaire. Pierre Falardeau était un grand documentariste. Puis c'est un sujet
c'est un sujet proche de l'os, sans mauvais jeu de mots. Là, t'es pas dans le... c'est pas Cinderella Man. Là, t'es dans le... Non. Le plus cru que tu peux être. Là. C'est cru, mais c'est vrai. C'est ça. Puis je dirais même que Falardeau, tout ce qu'il a fait, j'ai vu tout ce qu'il a fait de Falardeau, je te dirais que ça, c'est son meilleur. Là. Pour moi, il s'est pas plus rapproché de la vérité et du vrai que ça. Oui, il a fait Le Party, oui, il a fait Elvis Gratton, oui, il a fait un film sur Delorimier, évidemment, bon, puis tout ça, puis il a fait plein de choses dans les années 70 aussi avec l'ONF, mais le steak, pour moi, a une place bien spéciale dans mon cœur. J'adore ce documentaire-là. Steve, numéro 2. Mon numéro 2, c'est un film qui est sorti en décembre 2004 puis qui s'appelle $1 Million Baby. Yes! Martin, je sais pas si tu as vu le film ou quoi que ce soit. C'est mon numéro 2 aussi. OK. Fait que j'arrête ça là. Ben, $1 Million Baby, c'est le film en soi. L'histoire est relativement simple. Là, moi, le film lui-même se résume à la narration de Morgan Freeman et de toutes les analogies et les allégories qu'il fait entre la vie et la boxe. C'est grandiose, c'est absolument phénoménal. C'est pas un grand film de boxe, c'est un grand film avec thème la boxe. Et, exact, voilà. Puis moi, tu pourrais tout, sans rien enlever au film, là, il y a plein de bons, tu sais, le jeu d'acteur est excellent. Je pense à Danger, entre autres, le jeune acteur qui fait le gars un peu dérangé. Hilary Swank là-dedans est absolument magistral. Clint Eastwood, vieux bougonneux qui tombe amoureux comme si c'était sa fille parce qu'il n'y a plus de relation avec sa fille avec Maggie et tout ça. Mais je pourrais écouter la narration de ce film-là sans images, juste entendre Morgan Freeman me raconter l'histoire, parce que on se rend compte juste à la fin du film que ce qu'il lit, en fait, c'est une lettre qu'il écrit à la fille, la vraie fille de Frankie, là. Parce que lui, Frankie, n'arrête pas d'y envoyer des lettres, puis elle les retourne tout le temps. C'est bien ficelé, c'est bien monté. La famille de marde de Maggie qui veut juste sauver son BS puis qui veut pas avoir la maison qu'elle leur achète. Le tragique de Maggie qui se protège pas une fois alors que Frankie il dit 1000 fois c'est quoi la règle la plus importante. La seule fois qu'elle le fait pas, il arrive un accident. C'est grandiose, c'est de toute beauté. C'est une allégorie de boxe et de vie absolument capotée. Puis Morgan Freeman, moi, c'est un être humain de marde, souvent, malheureusement, à plein d'égards. Mais la narration qu'il fait dans ce film-là, un peu comme Shawshank. Tu sais, quand Red te parle de Andy dans Shawshank Redemption, toute la narration qui explique l'affaire d'Andy Dufresne, c'est la narration de Morgan Freeman. Fait que, voilà, moi aussi, mon numéro 2, c'est $1 Million Baby. Mais là, on arrive au numéro 1. Barbu, the floor is yours. Ding, ding. Ouais, j'ai hésité longtemps. Puis je pouvais pas le mettre ailleurs que là. Il a gagné l'Oscar du meilleur film en 1977. C'est le premier Rocky, 1976. Je pouvais pas en mettre un autre parce que dans la vie, mis à part la boxe, je pense que c'est le film que j'ai vu le plus souvent. Moi, mon seul regret de Rocky, c'est qu'il y en a eu d'autres après. Ouais, on est rendu que le Creed. Pour moi, j'aurais aimé ça que ça s'arrête là. C'était parfait, là. Tu perds. Adrienne vient te rejoindre dans le ring. C'est un classique. J'ai tout aimé de ce film-là. J'adore la prestation de Stallone dans le film. Non, c'est vrai que c'est pas un si grand film que Raging Bull, mais je pense que j'y étais avec le cœur. Ben ouais, c'est bon. C'est un très bon choix. C'est un très bon choix. Puis tu vas voir qu'il y a un peu de Rocky dans Raging Bull aussi, de toute façon. Ouais, aussi. Mais ouais, ben c'est ça. C'est ça mon premier choix, c'est Rocky. Je pouvais pas en prendre d'autres. Tu peux pas faire un top 5 de boxe puis dire ton numéro 1 c'est le premier Rocky puis te faire ramasser par quelqu'un. Là. C'est le film de boxe. C'est la franchise film de boxe, même si ça s'appelle pas Rocky. Là. Non, c'est un très très bon choix. Steve, number 1.
Mon numéro 1, puisque les choses incroyables et exceptionnelles ont vu le jour en 1976, c'est Rocky 1. C'est un très bon choix. Je suis né en 1976. Ah, là, t'exagères un peu. Pareil, Steve Sauve. Bon. Mais, non, vous faites pas erreur, les gars. Là. Chacun ses choix. Puis, j'aurais pu, moi aussi, mettre Rocky, mais vous allez comprendre dans pas long. Mais c'est un excellent choix. La plus belle histoire qui n'a pas rapport au film, savez-vous c'est quoi? C'est parce que c'est tellement attaché au lore, à la légende de ce film-là. Sylvester Stallone a écrit le scénario de Rocky. Quand il est allé présenter, pitcher son scénario aux maisons, il y en a une qui a accepté. C'est la maison Winkler, Chartoff, Robert Chartoff, là, qui ont produit toutes les autres après. Là. C'est un peu les Albert Broccoli des James Bond, mais eux autres, c'est pour Rocky, là. Puis, ils ont dit non, regarde ce qu'on va faire, Sylvester. Regarde ce qu'on va faire. On va t'acheter ton scénario, puis on va le produire, le film. Sais-tu qu'est-ce que Stallone a fait? Il a dit non. Je vous le donne, mon scénario, à condition que c'est moi qui joue dedans. Ça prend-tu des burnes en stainless? Faut-tu que tu crois? Fait que, tu sais, l'essence de Rocky, c'est Sylvester Stallone. Et moi, je sais plus quel âge qu'il est rendu, 97 ans, puis qui a encore une shape de beach. Et, tu sais, ben oui, il fait des B-movies, puis ben oui, les remplaçables, ou je sais plus trop quelle patente qui a parti, puis il a fait toutes sortes d'affaires, puis Rambo 22, puis tout t'inquiète. Mais Sylvester Stallone, il est cool en Christ, ce gars-là. C'est vraiment, vraiment cool. Mais à l'époque, tu sais, c'est un struggling actor qui écrit un scénario. Moi, je l'imagine là, dans une brasserie quelque part, dire non, ça, c'est mon scénario, tu vas voir. Puis là, regarde, à Star, ce gars-là, c'est Sylvester Stallone, tu sais. Fait que c'est de toute beauté. Puis le film, c'est un excellent film. C'est un excellent film. Ouais. Moi, mon numéro 1, c'est sans surprise, c'est un de mes films favoris de tous les temps. C'est bien sûr Raging Bull de Martin Scorsese, avec Robert De Niro, avec Joe Pesci. L'histoire, pour commencer, l'histoire de Jake LaMotta, c'est une des histoires les plus intéressantes de la boxe, parce que c'était un dieu du stade, un dieu de l'arène. C'est un gars, c'est un hostie de fucké, mais quand il était dans le ring, c'était une machine. Le tout sur fond de film à la Scorsese que j'adore comme réalisateur. J'ai vu ce film-là, je ne sais plus combien de fois. Cathy Moriarty dans le rôle de sa blonde. Joe Pesci, Robert De Niro qui se donne un char de marde parce que Jake dit à son frère, tu me diras pas comment parler à ma femme, puis fuck you, puis là la chicane pas. C'est l'archétype du boxeur italien de ces années-là. Et finalement, ben, il a été pris dans des histoires de mineurs et tout ça, puis il essaie de se recycler dans l'humour, qui est devenu humoriste de fond de taverne, tu sais, tout le kit, puis mort à peu près presque dans l'anonymat. Triste. Ben, la cinématographie de ce film-là est tout simplement absolument phénoménale. C'est produit, dans l'équipe de producteurs, il y avait les mêmes gars, Irwin Winkler, je pense, et Robert Chartoff, qui avaient produit le premier Rocky, donc tu vois un peu qu'il y avait un peu de Rocky là-dedans. Les scènes au ralenti, la gueule qui part par en arrière avec la coulisse de bave, puis tout ça, c'est dans Raging Bull. T'en as vu dans Rocky 2, mais il n'y en avait pas dans Rocky 1. C'est dans Raging Bull que ça s'est passé. Jeu d'acteur absolument, tout simplement phénoménal. Le fameux combat contre Sugar Ray Robinson dans lequel Jake LaMotta s'auto-punit d'être un enfant de chienne en disant à Sugar Ray, away, continue, puis qui tombe pas, tu me feras pas tomber. Une brute, un enragé de la vie en général, un rustre personnage, tout ça. Fait que moi, c'est vraiment Raging Bull. C'est un film qui m'a traversé. J'ai étudié en cinéma la première fois que je l'ai vu. Moi, j'ai étudié en écriture scénaristique. C'est avec quelques autres films, là, mais ça m'a jeté à terre. Puis, tu sais, la combinaison de Niro, Pesci, c'est là que ça a commencé.
commencé. Là, vous avez vu après dans Casino, mais c'est un grand film. Puis la boxe est un être humain. Puis ce qui est le fun, c'est qu'à la fin du film, tu retrouves Jake LaMotta. D'ailleurs, Robert De Niro avait pris genre 60 livres pour ce rôle-là. Il s'était expatrié en Italie, manger des pâtes 3 fois par jour pour prendre 60 livres. Et c'est après qu'il tourne les scènes de boxe. By the way, ça a été tourné avant fait qu'après ça, là, tu vois un De Niro, mon vieux, en shape et tout ça. Vraiment? Grand film, un grand film. Et voilà, c'est Raging Bull. Et là, je vous offre à chacun, en commençant par Barbu, parce que moi, j'en ai une. Elle a une petite histoire aussi. On défonce un peu 10 heures. Barbu, mention honorable. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu sens que tu as oublié dans tes sélections que tu aimerais ajouter? Ouais, absolument. The Fighter sur Mickey Ward. La prestation de Christian Bale, on en a parlé plus tôt. Un de mes films préférés, j'ai eu de la misère à pas le mettre dans mon top 5. J'y ai réfléchi beaucoup. Puis l'autre, c'est $1 Million Baby avec quel film? Clint Eastwood aussi. Là, je veux dire, c'est un autre classique. Vous en avez parlé. J'ai trouvé ça difficile de faire un top 5, incluant les documentaires là, que je pouvais pas mettre. Mais j'ai trouvé ça difficile. Steve, une mention honorable? Ma mention honorable, les boys, c'est un film que personne n'a parlé jusqu'à date. C'est Bleed for This. C'est la vie de Vinny Paz, un boxeur qui a déjà même affronté Eric Lucas. Lui, dans les années 80, c'était victoire par-dessus victoire jusqu'à temps qu'il y ait un terrible accident de voiture. Là, que les médecins y avaient dit qu'il ne reboxerait plus jamais. Il était partiellement paralysé. Mais contre toute attente, il a recommencé à s'entraîner, il a reconnu une belle carrière. Puis sa vie, à lui, à Vinny Paz, les boys, là, c'est que lui, à la suite de la sortie du film, qui est disponible sur Netflix d'ailleurs, il a poursuivi les producteurs du film pour pas y avoir, parce qu'ils n'ont pas versé son cachet, puis ils ont falsifié sa signature à la fin du film. Mais c'est tout un film. Si vous n'avez pas vu ça, je vous invite à regarder ça. Moi, ma mention honorable, c'est très proche de mon cœur. Quand j'étais petit, mon père travaillait beaucoup, puis c'est bien correct. Il n'y a j'ai aucun grief envers ça. Mais j'allais au cinéma avec ma mère. Et les deux films sortent du lot que je me souviens d'avoir vu avec elle. Le premier, c'est E.T., mais le deuxième, mes chers amis, c'est Rocky 2 au cinéma de Ville-Marie. Et il n'y a pas beaucoup de films, moi, que j'ai vus qui m'ont autant donné envie de sortir du cinéma puis de partir à la course, de dépenser de l'énergie. Je sais pas comment vous expliquer. Il y a Return of the Jedi. J'avais envie de m'acheter un sabre laser et d'aller battre les forces de l'Empire. Mais Rocky 2. Écoute, tu sais, elle est enceinte. Là, lui, il s'entraîne, mais il est tout défintisé parce qu'elle veut pas, parce qu'il va, tu vas te manger une volée. Puis là, elle accouche. Puis là, ma mère, elle me dit que, tu sais, son kid, il a autant de cheveux que moi, j'en avais quand je suis venu au monde. Ça a l'air, j'avais la tête noire. Toute l'histoire rattachée évidemment avec le fait que c'était avec ma maman. Puis je me rappelle que j'ai la main sur l'accoudoir de mon banc au cinéma. Tu sais, quand il y a le fameux compte, puis c'est qui le premier qui va se lever à la fin pour savoir qui va devenir champion du monde, tu sais, j'arrache littéralement l'accoudoir dans ma tête, là. OK? Fait que non. Un beau souvenir. Ouais, Rocky 2, ça a un grand. Dans mes souvenirs d'aller au cinéma avec ma mère, il y a E.T., mais il y a Rocky 2. Puis j'ai souvenance d'entendre ma mère, genre, oh, donc, là, tu sais, là, dire de quoi, là, tu sais, un peu comme ça, elle regardait de la lutte, là, puis qu'elle sait pas que c'était arrangé, ou en tout cas, c'était un souvenir d'enfance bien ancré, et quand il était question de faire un top 5, c'était sûr qu'il y aurait Rocky 2 dedans, ne serait-ce qu'à cause de ce souvenir-là, mais c'était pas, tu sais, tu sens vraiment la différence entre Rocky 1 et 2, tu sais, 2, là, on tient quelque chose, là, tu sais, très overproduced, la grosse musique, tu sais, machin, puis tout le kit, mais, tu sais, que dire de l'hymne de ce film-là? Tu sais, t'as envie de partir à la course dehors, même si tu te réveilles à 3h30 le matin pour aller pisser, puis t'entends puis là, t'es soudainement énergisé, et ce n'est pas à cause de la musique en soi, c'est à cause de Rocky, Barbu.
T'as le goût de courir, mais avant de courir, t'as le goût, là, de prendre des œufs dans le frigidaire, là, puis des casser, puis de boire des jaunes d'œufs. Ben écoute, il n'y aura pas de jaune d'œuf à soir, mon cher Barbe de Ville. On va, excuse, Barbu, excuse. On va mettre... de toute façon, le couvre-feu doit être à veille là, dans ta cellule. Ça va être le compte Oui, bientôt. ça s'en vient. Là, le screw vient de cogner à ma porte. Ça va être le compte bientôt. Alors, on va te laisser aller, mon cher Barbu. Et pour référence future, si jamais tu dois quitter pendant le live, sache que faut pas que tu fermes ta caméra, s'il te plaît, parce que ça scrape toute l'apparence de l'émission. Alors, je voulais te le dire publiquement pour que tu t'en rappelles. C'est bon. Fait que moi et Steve, on a eu des barres jaunes d'en face pendant une couple de minutes. Mais... espèce de salopard. Non, merci. Puis top 5, super intéressant. On pourra peut-être réitérer l'expérience dans d'autres domaines, évidemment, qui auront... on pourra sortir nos Bloodsport et nos affaires de karaté éventuellement. Mon top 5 va juste avoir du Bruce Lee, by the way, mais voilà. Steve, un gros merci à toi. Est-ce que tu t'en vas? Seras-tu dans le ring dans les prochains jours / Oui, énormément même. Je peux dire que je vais être à Terrebonne samedi qui vient pour le gala de lutte de la Fédération de la lutte, c'est vrai. Puis je vais être le 6 mai à Sainte-Martine pour volume 2 de la BCW. Il reste quelques billets, mais pas énormément. Puis sinon, écoute... Quelle bonne stratégie. Quelle bonne stratégie. Le bon vieux classique. Il reste quelques billets. Oui, ben... Moi, là, souvent, là, ce qu'il faut comprendre, les boys, moi, j'arrive, j'ai aucune idée du nombre de billets vendus. Comme gars, en fin de semaine dernière, j'étais à l'Assomption. Écoute, je sais pas ce qui se passe, c'est le fun, mais souvent, les promoteurs sont obligés de fermer les portes, dire, gars, on est complet. Il reste du monde dehors. Ben écoute, la lutte est en santé. De toute façon, si vous n'êtes pas déjà des fans du Coréron, on en parle aussi régulièrement. Allez voir ça sur Facebook, le Coréron. On est là dans le cadre des mercredis de combat sur twitch.tv/podcast. On est là à partir de 19h avec le Coréron. On termine la soirée en direct de la cellule du Barbu à 21h pour l'Art du guerrier. Merci à ceux qui ont été des nôtres. Et je vous rappelle d'ailleurs que il vous est possible de revoir tous les épisodes en rediffusion sur la chaîne YouTube L'Art du guerrier. Vous avez juste à faire une recherche, vous allez les trouver dans le temps de le dire. Tous les épisodes s'y trouvent. Et également, tout ceci est disponible, si vous nous écoutez en podcast, c'est pas à vous que je parle, mais c'est disponible en balado-diffusion à partir du samedi suivant vers l'heure du dîner à peu près. Donc, il n'y a pas de raison de nous manquer. Alors, vous allez me manquer, messieurs. C'est sur ce que je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous dis merci. Plein d'affaires qui s'en viennent en fin de semaine prochaine. On surveille ça. Et soyez des nôtres la semaine prochaine, encore une fois, pour l'Art du guerrier.